le cœur de cible, ça va être plutôt un profil comme moi, qui va aller rechercher, avoir de la jolie vaisselle, mais surtout de la jolie vaisselle qui sera tout le temps nickel. Et donc le basé sur la psychologie, c'est le plus efficace pour avoir un univers dans lequel les gens qui ont cette psychologie-là, ils vont voir la marque, ils vont se dire c'est une marque pour moi. Votre marque, c'est ça, c'est la somme de tout ce que les gens vont en penser. Et quels adjectifs qualificatifs ils vont utiliser pour décrire votre marque. Quand on veut créer une marque, le risque c'est de vouloir plaire à tout le monde et donc de ne pas se différencier. Bienvenue sur Exploration Branding, le podcast de l'agence Deuxième Voix. Sur ce podcast, on réalise des décryptages de marques sous forme de mini-séries. L'objectif de ces mini-séries, c'est de vous montrer comment créer un univers de marque de A à Z. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qu'on a inventée pour l'occasion, qui s'appelle Lava Céramique. Et dans ce premier épisode, on va vous parler de la première étape de notre méthode, la création, la stratégie de marque. Je suis Raphaël Fontana, cofondatrice de l'agence Deuxième Voix et en charge de la direction artistique de l'agence. Et je suis Sophie Bregaillère, également cofondatrice de l'agence Deuxième Voix et en charge de la direction éditoriale pour l'agence. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de Lava Céramique, une marque qu'on a inventée et qu'on a inventée parce que c'est un besoin que toi tu as dans ta vraie vie de tous les jours. Et donc on va faire un petit jeu de rôle, entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, premier degré, un petit jeu de rôle, où du coup tu vas mettre la casquette de fondatrice de marque qui a une idée de produit. Et moi je vais peut-être mettre la casquette un peu plus de agence de branding qui t'accompagne pour créer ton univers de marque. Et du coup on pourrait commencer, on va commencer d'ailleurs par explique-nous ton idée et qu'est-ce que c'est Lava Céramique, pourquoi tu veux créer cette marque. Alors complètement. Et donc moi j'avais un problème qui est un vrai problème que j'ai. Je bois beaucoup de thé, notamment du thé noir. Je bois aussi du café. Et j'ai tous les intérieurs de mes tasses qui sont sales alors qu'elles sont propres. Tu vois, genre c'est la même chose. je les nettoie, je fais bien ma vaisselle tous les jours et tout. Puis bon, au bout d'un moment, tu finis quand même par avoir des traces à l'intérieur. Que tu peux enlever si tu frottes avec la petite gratte-gratte, là, l'éponge qui gratte, mais en fait, du coup, t'abîmes tes tasses. Et donc, il n'y a pas de bonne solution. Donc, quand on s'est dit, allez, on invente une marque, tout de suite, je me suis dit, ah ouais, là, moi, j'ai un besoin, on va inventer une marque qui règle ce problème-là. Donc, effectivement, si je remets ma casquette de fondatrice, mon besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, ok, comment on règle le problème ? Je veux créer des tasses. Elles ont le cahier des charges, il est hyper simple. En tout cas, dans un premier temps, ça doit pas tâcher. Et donc, tu dois pouvoir boire autant de thé noir et de café que tu veux et jamais avoir de tasse. Et donc, de tâches dans tes tasses. Dans tes tasses. Et donc, j'ai développé j'ai développé une... Dans notre vie imaginaire. Dans notre vie imaginaire, c'est exactement, j'aimerais bien que quelqu'un fasse en vrai, dans la vraie vie. Une matière dans laquelle, donc c'est des tasses en céramique et ensuite on les trempe une fois que les tasses sont faites dans une matière. Au moment de la production. Au moment de la production, c'est pas les gens qui font ça chez eux, c'est vraiment au moment de la production. Donc ensuite les tasses sont vendues comme ça, avec un espèce de revêtement qui se tache pas du tout et donc qui prend jamais aucune des taches de thé ou de café. Et bien sûr, c'est un revêtement qui n'est pas du tout dangereux pour la santé, puisque ses propriétés, c'est de pas se dégrader. De pas se dégrader, exactement, merci. Et donc, c'est pas du tout dangereux, évidemment, de boire dedans. Et puis, c'est aussi pas dangereux pour la planète, parce que pourquoi on créerait une marque qui pollue et qui n'est pas écolo ? Ça n'a aucun sens. Donc, évidemment, notre marque est à la fois très écolo et pas un problème pour la santé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Lava Céramique. Ok, super. Alors moi, je trouve que c'est une super idée. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, c'est pas Lava Céramique, c'est mon idée de produit. C'est ton idée de produit. Et j'ai une idée exactement. Mais j'ai pas encore de marque. Alors moi, je trouve que c'est une super idée. Alors, mais c'est vrai que moi, j'ai aussi, comme tu disais, le même problème, parce que je pense que c'est universel. Mais bon, c'est vrai que moi, mes tasses sont sales et quand je suis entre moi et moi ou avec mon mari à la maison, les tasses sont sales et on sait qu'elles sont propres. C'est des taches propres. C'est des taches propres. Et quand il y a des gens, je dis les tasses sont sales mais elles sont propres et les gens me disent oui, j'ai le même problème et c'est pas un pain tant que ça. T'essayes pas de sortir quand même les quelques-unes que t'as qui sont propres. J'en ai pas qui sont propres. T'en as pas qui sont propres. Quelle tasse serait propre ? Celles dont tu te sers jamais, qui sont pour les amis. Oui, c'est vrai. Mais c'est très intéressant parce que je pense qu'on va pouvoir y revenir parce que du coup, donc si on était dans un scénario où du coup je suis l'agence de branding et tu es la fondatrice,
tu viendrais me voir à me raconter ce produit et moi je te dirais, première chose qu'on va faire, c'est peut-être creuser justement ce besoin psychologique avec un concept qui s'appelle le job to be done. Donc vous avez peut-être entendu parler, c'est un concept qu'on voit quand même pas mal tourner en marketing, c'est pas très et qui vient d'un révolutionnaire. Qui vient d'un livre d'ailleurs, ça a été développé, alors j'ai plus on mettra mais c'est à la base c'est un auteur américain comme beaucoup de concepts marketing qui viennent, mais oui, c'est un livre. Et donc souvent c'est intéressant de repartir du job to be done avec la fondatrice de la marque ou le fondateur de la marque, parce que souvent quand on crée un nouveau produit qui n'existe pas, on est son premier client. Donc on est représentatif des besoins psychologiques de sa cible, souvent. Oui, c'est vrai. Et donc le job to be done, alors pour le raconter rapidement ce que c'est. Oui. Pardon, non, vas-y, tu peux y aller. Et tu compléteras, ça te va? Je compléterai. C'est ce pourquoi on va embaucher le produit ou le service dans sa vie. Si on imagine que les produits et services étaient des petits salariés, pourquoi on les paye en fait? Quel est le travail pour lequel on les embauche? Et donc ce job to be done, il a 5 niveaux. Il y a le niveau fonctionnel de surface. Là, dans ton cas, ça pourrait être boire du thé dans une tasse. Dans une tasse propre? Enfin, dans une tasse alors ça, c'est le niveau fonctionnel. Donc le niveau fonctionnel de surface, c'est vraiment juste boire du thé. Et ensuite, il y a le niveau fonctionnel réel, qui est encore du fonctionnel, à quoi ça sert, mais qui est plus profond. Et là, c'est boire du thé dans une tasse propre. Et ça, en branding, quand on crée une marque, c'est intéressant, mais c'est plus du développement de produit que du branding à ce stade-là. Et c'est les 3 autres niveaux qui vont nous intéresser. Oui. Je fais une petite introduction parce qu'entre-temps, j'ai trouvé la ref, parce que c'est important quand même. Donc effectivement, le job to be done, c'est un concept qui a été inventé par Clayton Christensen dans The Innovator Dilemma, qui a priori n'a pas été traduit, en 1954. Donc en fait, c'est mieux quand même. Après, c'est universel parce que... Et c'est universel et ça permet effectivement d'aller, de bien creuser dans les besoins. C'est sa cible. Complètement, de la cible. Ouais. Donc là, tu as fait les 2 premiers niveaux. Qui sont vraiment à quoi sert le produit. Et puis, il y a les 3 niveaux qui nous intéressent quand on fait du branding ou du marketing et de la communication. C'est le niveau émotionnel. Quelles émotions je veux que ce produit ou service me fasse ressentir. Le niveau narratif. Qu'est-ce que je raconte à moi-même dans mon dialogue intérieur et aux autres pour justifier que je vais faire cet achat et que je dépense l'argent à cet endroit-là. Et donc en général, plus c'est cher, plus ce niveau-là il est. J'étais en train de me dire, c'est intéressant pour aborder la question du prix quand on fait un petit peu plus le narratif. Exactement. Et le niveau social, à quel groupe de personnes cet achat me permet d'appartenir. Et donc, du coup, là, tu m'as parlé de ton besoin fonctionnel, mais je t'ai pas dit pourquoi ça. En fait, finalement, si je le dis différemment, c'est d'aller creuser un peu plus loin. Pourquoi moi j'aime pas avoir des tasks que je pourrais faire sur le niveau émotionnel, qu'est-ce que tu ressens? Donc effectivement, le point de départ, c'est que pour moi j'aime pas parce que j'ai l'impression que ça fait sale. Alors tu me diras, c'est peut-être déjà, tu vas m'aider à creuser un peu plus, mais j'ai l'impression que ça fait sale, que c'est négligé, alors que c'est propre. Et j'ai aussi beaucoup le côté, quand j'ai des invités, sentir mes tasses avec les intérieurs farcis de tasses de thé, même si je leur dis, et moi aussi je le fais, oui, vous inquiétez pas, sans problème, et tout le monde te répond, oui, moi j'ai le même problème, mais quand même, j'ai un peu ce sentiment de honte, quand même, tu vois, t'arrives même pas à avoir de la vaisselle qui est propre, tu reçois pas bien tes invités. Donc j'ai vraiment un sentiment de honte vis-à-vis des autres, et peut-être plus en émotion. Et aussi vis-à-vis de toi-même, en fait. Et de l'inconfort, je sais pas si c'est de la honte vis-à-vis de moi-même, mais ce côté, un confort sur le côté émotion, en tout cas, ça me génère des émotions négatives que j'ai besoin de régler. Et du coup, alors justement, parce que sur la partie honte vis-à-vis des autres, c'est peut-être la partie la plus facile à comprendre, je pense qu'on la vit tous, moi, alors que pour le coup, je m'en fiche un peu. Si c'est entre moi et moi, c'est ce que je disais. C'est vraiment pas un sujet. Je sais qu'elle est propre. Quel est l'air sale, c'est pas un sujet, donc c'est peut-être plus intéressant de creuser sur ça. Quand tu dis ça te fait ressentir des émotions négatives, ce serait quoi, du coup? Pour moi, pour les miennes. Qu'est-ce que tu mets quand c'est seul et que tu sors ta tasse et qu'elle est sale, c'est si tu dois préciser, c'est pas de la honte du coup forcément? Non, c'est pas forcément de la honte. Oui, parce que j'ai pas, tu vois, je me dis pas, ah là là, mais
Je pense qu'effectivement, ça me... Ah, c'est une bonne question, tu vois, sur vraiment l'émotion pure. Ouais, celui qui me vient, c'est pas vraiment proprement parler une émotion, mais ce qui me vient, c'est vraiment ce côté inconfort t'as pas un environnement qui est clean, c'est pas stressant, c'est un mot un peu trop fort, ça reste juste une tasse, mais c'est pas comme je veux. C'est pas comme je veux, exactement. Et donc, quand on avait fait la réflexion, j'avais aussi réfléchi à pourquoi, et alors c'est pas très sympa là, du coup je vais shifter sur mon compagnon, parce que en fait, on est une maison de... Après, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas une manière qui est mieux de faire que l'autre. Et en fait, on est quand même une maison de... Ah, j'ai perdu le terme. De maniaques. Oui. Alors, bon, beaucoup mon compagnon, mais en fait, comme ça fait très longtemps qu'on vit ensemble, il s'est un peu déteint. Et donc, comme c'était plus difficile d'analyser pour moi, j'ai réfléchi à comment mon compagnon le faisait lui. Alors lui, il a moins le côté tâche, je pense que c'est moins un sujet parce qu'il boit un peu moins de thé, mais par contre, ça m'a fait réaliser quelque chose de hyper intéressant dont on s'est vraiment servi ensuite pour construire là-bas, parce que je l'ai beaucoup regardé faire, je me suis rappelée de comment il faisait. Donc effectivement, il a toujours aimé acheter, déjà souvent il a des tasses à lui, il a que personne d'autre n'a le droit d'utiliser. Que personne d'autre n'a le droit d'utiliser, donc c'est ces tasses à expresso. Il y a quelques mois, il s'est mis à boire du matcha, il s'est racheté les tasses pour le matcha avec tout petit attirail, l'espèce de fouet en bois, en bambou spécifiquement pour faire le matcha. On achète du matcha, je sais pas quoi. Bon, moi j'aime pas le matcha en l'occurrence, donc je fais pas trop ça, mais et en fait, il va même vachement plus loin que ça. Il a aussi autour du café tout un système. Donc le matin, on a une machine à grains qui moue. Le matin, il met dans la machine à café le bon nombre de grains et le bon nombre d'eau pour faire la quantité de café qu'on boit habituellement dans la journée. Quand je t'avais raconté ça, moi j'étais là, mais qui fait ça? Alors moi j'ai deux qui fait ça quand on a eu les discussions, parce que sur les tasses, j'avais vaguement, comme on est quand même souvent dans les pilotes, j'avais vaguement conscience qu'il y avait des tasses à vous et des tasses pour les invités. Oui, ça. Parce que là, c'est vrai que je le dis en me moquant de mon compagnon, mais en fait, moi, je fais pareil. Moi, je fais la même chose et moi, j'ai quand même. Mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai vraiment, effectivement, des tasses pour le thé, pour certains types de thé à certaines heures de la journée aussi. J'ai des tasses pour le café, c'est pas les mêmes. Et on a des tasses pour les invités, qui sont notamment celles dont on ne se sert pas très souvent et du coup qui ne sont pas tachées. Effectivement, je m'étais jamais dit que c'était ça qu'on faisait, tu vois. Et du coup, moi, c'est pareil, j'avais conscience que tu avais des tasses pour toi et des tasses pour les invités, puisque je voyais bien que moi j'avais mes tasses et toi qui n'étaient pas les mêmes que les tiennes. Mais par contre, j'avais pas conscience que même dans tes tasses, tu avais des tasses par usage, ce qui est un truc que moi je fais pas du tout. Moi, j'ai la tasse que je prends, c'est ce qu'on disait quand on a discuté de là-bas. Moi, c'est la première. On sait pas laquelle c'est la première. La première, c'est celle qui est en haut à gauche, mais bon, peu importe. Mais moi, vraiment, je bois dans la tasse qui est aussi pas au lave-vaisselle. Oui. Et les tasses n'ont pas d'usage spécifique. Après, ça peut être, j'ai envie de boire beaucoup de café, je prends une grande tasse. J'ai envie de boire pas beaucoup de café, je prends une petite tasse. Et je peux faire pareil avec le thé ou la tisane, mais je vais rajouter un truc qui va dans le sens contrôle fric. Nous, on passe pas les tasses au lave-vaisselle, jamais, même celles qui passent au lave-vaisselle. Les tasses à thé et les tasses à café, elles sont lavées à la main uniquement. Et du coup, pour zéro raison. D'accord. On essaie de faire non, pour raison. En fait, ça fait partie du rituel, en réalité. Pour zéro raison fonctionnelle, du coup. Exactement. Il n'y a pas du tout de raison fonctionnelle. Alors, je pense que ça a commencé peut-être parce que certaines ne passent pas au lave-vaisselle, mais en réalité, on le fait pour toutes, donc ça peut pas, objectivement, c'est pas ça la raison. Alors que nous, on met toutes les tasses au lave-vaisselle, y compris celles qui passent pas, et si c'est des qui passent pas, elles ont une durée moins longue, et c'est pas très grave. Et ensuite, on les change quand elles sont mortes, ou on continue de les utiliser et elles sont un peu en mode. Et elles sont jolies. Ouais, alors que nous, on a vraiment ce truc de, on fait quasiment pas de vaisselle à la main par ailleurs, mais ce que je fais en vaisselle à la main, c'est les tasses à café. Et alors, du coup, je fais beaucoup de vaisselle, puisque évidemment, j'ai ma tasse du thé du matin, j'ai ma tasse du café du matin, j'ai ma tasse du café, de l'expresso de après manger le midi, mais qui est évidemment pas la même que les deux premières. Oui. J'ai ma tasse spécifique pour le thé de fin de j'ai une question du coup. J'ai aussi une tasse pour la tisane du soir. J'ai une question. Dis-moi. Du coup, une utilisation, un lavage? Ah oui. Ah oui, alors. Nous, évidemment. Nico, je pense que mon mari, il lave sa tasse à café peut-être une fois par semaine. Ah oui.
parce qu'il est un peu là, je m'en suis servi une fois, pourquoi je vais la laver, tu vois. Il la repose sur la machine à café et il s'en resserre le lendemain. Et je pense que t'en as conscience parce que tu m'as dit, on a déjà eu cette conversation où je t'ai dit, ça c'est la tasse de café de Nico, et tu m'as dit, il la rince juste, et j'étais là, non, quand il a fini de boire son café, il la repose, il y a le peu de café qui reste qui sèche dedans, et il se refait couler du café sur son fond sec de café de la veille, quoi. Bah oui. Mais bon, sur l'histoire des tasses, je sais que je ne suis pas la seule, parce que j'ai vu un reel passer il y a pas très longtemps sur Instagram. On est jamais seul. Exactement. Mais nous, on n'a pas ce côté maniaque, en fait. Oui. Et alors, derrière ce côté maniaque, du coup, t'as creusé, effectivement, il y a ce besoin d'avoir des rituels qui manifestent quoi, du coup qui manifeste un besoin de contrôle, en réalité. Oui, qui manifeste un besoin de contrôle. Oui, tout à fait. Quand je regarde, mais bon, après, moi, j'imagine que c'est la même chose, mais c'est toujours plus facile d'analyser pour d'autres personnes. Quand je regarde Fabien faire ses histoires de café, de tous les soirs, je t'avais dit aussi, tous les soirs, il vide la machine à café, il nettoie tout, il rince, etc. C'est vraiment un côté, ce côté rituel, des choses qu'on fait tout le temps de la même manière, au même moment, avec des objets dédiés spécifiquement à ces rituels-là. C'est une manière de remettre du contrôle, de l'ordre dans le quotidien, dans la maison, mais en fait, au-delà de la maison, je pense que c'est vraiment dans la vie, comme tu dis. Mais c'est une manière de maîtriser son environnement, en fait. Et de donner du sens. Et de donner du sens, Parce qu'en fait, les rituels, c'est universel à toutes les sociétés. C'est aussi parce qu'on a besoin de rituels qu'on a les religions et la spiritualité. Ou le rituel de thé japonais, c'est vraiment de dire je maîtrise et je me suis entraînée, les maîtres du thé japonais ils s'entraînent pendant des années pour maîtriser les gestes Oui, il y a vraiment ce côté et le rituel du thé c'est un super exemple. Je pense que sur ça t'as vraiment cet aspect, alors je suis pas une experte en rituel du thé mais du peu que j'en sais, t'as vraiment chaque objet qui a son utilité, des choses que tu fais dans la séquence, etc. Et c'est des moments qui sont très sacralisés. La personne qui fait le rituel du thé, qui sert les autres, c'est vraiment la personne qui, au moment où elle le fait, c'est le maître ou la maîtresse de cérémonie, et ça lui donne aussi un certain statut. Enfin, ça a vraiment ce côté très, très contrôle, et c'est une recherche de contrôle. Donc je pense que le besoin émotionnel de fond, c'est cette notion de contrôle. Et ça te donne aussi, pour revenir à nos histoires de job to be done avec le dernier niveau qui est le niveau social, ça te donne un certain statut. Si tu as des tasses propres, mais aussi potentiellement si quelqu'un vient boire le thé, tu sors des tasses à thé, et quelqu'un veut un café, tu sers pas le café dans la même tasse, tout de suite ça va te positionner quand même comme étant dans un rôle social de quelqu'un qui je sais pas comment le dire, mais qui sait recevoir, qui a des manières potentiellement un peu, pas forcément dans le sens ancestral du terme, mais en tout cas qui a cette volonté d'avoir un espèce de statut social lié à ça. Et du coup on a sauté le narratif. Donc si tu devais acheter des tasses pour un certain prix, et admettons c'est un peu cher, donc t'as besoin de te justifier, ou en tout cas même si c'est pas forcément cher, parce que cher ça dépend pour chaque personne, ça veut dire quelque chose de différent par rapport à tes revenus aussi, c'est cher, c'est plus ou moins, ça a plus ou moins de notions. Mais en tout cas par exemple soit au travail, soit tes parents, soit ton conjoint te dit mais tu vas quand même pas mettre, t'as mis ce prix là dans des tasses. C'est quoi le narratif, donc le job to be done narratif que t'associerais à oui mais elle se tâche pas? Je pense que déjà j'aurais vraiment un côté de dire investissement. Oui, tu fais investissement mental. Ok, la tasse est très chère, mais par contre, comme elle va jamais s'abîmer, je vais la garder des années. Déjà, je vais me dire ça. Et ça, c'est typiquement un raisonnement de narratif, parce que tu viens justifier par un mécanisme. Enfin, tu viens justifier par la raison quelque chose qui est de la pure émotion. Peut-être que ça me coûterait quand même moins cher d'acheter 3 tasses sur 10 ans que de garder la même pendant 10 ans, potentiellement en fonction du prix de la tasse. Tu vois, si tu remets le vrai raisonnement, il n'est pas forcément juste. Mais donc, je pense que je commencerai par me dire... après, c'est du narratif, c'est pas forcément du factuel. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, je pense que vis-à-vis des autres, je le justifierai comme ça.
Et je sais pas si j'aurais le même raisonnement par rapport à moi, tu vois. Est-ce que je me dirais pas plutôt quelque chose du type ah bah oui, quand même, c'est un bel objet. Il faudrait que ce soit un bel objet. Ouais. Mais c'est un bel objet. Il y aurait quand même cette notion de je vais le garder longtemps, ça va être super stylé dans ma maison. Et ça va t'apporter de la joie à chaque fois que tu vas exactement, faire un truc. ouais, tout à fait. Et à chaque fois que je vais boire mon thé, et comme je bois quand même beaucoup de thé, je vais me dire oh là là, qu'est-ce que je suis contente d'avoir cette tasse, et donc Qui ça justifie l'achat, ouais. Oui, en fait, tu vas éliminer cet inconfort de ah là là, même si intellectuellement tu sais que tu peux pas faire autrement, je suis quand même une crado, pas à mon niveau de standing, qui est le truc que tu te dis du coup plusieurs fois par jour, à chaque fois que tu sors ta tasse. Alors tu te dis peut-être pas que t'es une crado, mais bon. Non, mais mais c'est ça le fond du truc, hein. C'est le fond, c'est oh là là, alors que je ne le suis pas, j'ai l'air d'une crado. Il y a quand même aussi. Et je bois dans une tasse de crado. Je pense que quand on est maniaque, ce qui est pas notre cas, nous, comme on n'est pas maniaque, on dépense pas énormément d'énergie dans c'est important d'être propre. Oui. Moi je suis là, je sais que je suis propre, tu vois, j'ai pas besoin de dépenser de l'énergie pour me sentir. Et si tu sais que la tasse tachée elle est propre, ça fait le job, elle est propre, elle est propre. Ouais. Et alors que je pense que quand on est maniaque, ou en tout cas quand on a ce besoin autour de la propreté, ou de l'hygiène, ou on l'appelle comme on veut, c'est quelque chose dans lequel on dépense de l'énergie au quotidien, en fait, intellectuelle, mais aussi dans le temps qu'on y passe. Je rigole parce que je me dis que si Fabien regarde l'épisode un jour, il va me dire mais toi t'es pas du tout maniaque. Par rapport à lui c'est vrai, mais... Oui, mais par rapport à moi tu l'es, donc en fait on est tous le maniaque de quelque part. Et après moi je considère pas que je suis une crado, mais je dépense pas d'énergie, je dépense pas autant d'énergie que toi. Dans des choses autour de l'hygiène, de la propreté, il faut que ce soit propre. Moi, c'est jamais vraiment un sujet. Si ça a l'air propre, ça peut suffire. Ça suffit, ouais, complètement. Donc, ce qui veut dire que nos tasses lava céramique, elles vont plutôt parler à un profil de gens. En tout cas, la cible, le cœur de cible, ça va être plutôt un profil comme moi, qui va aller rechercher, avoir de la jolie vaisselle, mais surtout de la jolie vaisselle qui sera tout le temps nickel, en fait. Ouais, exactement. Et donc, il y a ce besoin de contrôle de je suis quelqu'un, voilà. Et donc, effectivement, si on récapitule, puisque je pense qu'on a fait le tour du job to be done, on est pas mal. sur les 5 niveaux, niveau fonctionnel de surface, boire du thé et du café dans des tasses, fonctionnel réel, qui ne sont jamais sales, besoin émotionnel, pour pouvoir avoir des rituels de la maîtrise du contrôle, et ça se voit, puisque c'est toujours propre, c'est toujours nickel, et chaque objet a son utilité précise. Narratif, du coup, je suis quelqu'un de méticuleux, qui a des bonnes manières, qui sait à quoi sert chaque objet, et qui a de l'ordre. Et c'est un investissement aussi de raison, parce que tu vas l'acheter et ça va te durer longtemps, puisque ça va pas s'abîmer, en fait, ça va pas se dégrader. Exactement. Et dernier niveau du job to be done social, je fais partie des gens quand même un peu classe, qui ont une tasse pour le café du matin, une tasse pour le café de l'après-midi, une tasse pour le café du soir, et autant pour le thé, quoi. Ouais, exactement. Du coup, je l'ai pas dit, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. On a fini la première étape, je l'avais pas introduite, qui est de dire, en fait, on a défini la cible. Et on l'a pas défini comme souvent dans les personas d'un point de vue démographique, parce que en fait tout ce on l'a défini d'un point de vue psychologique, parce que pour créer un univers de marque, on s'en fiche que tu sois une femme ou un homme. D'ailleurs là on a pris des exemples de toi et ton conjoint, vous êtes une femme et un homme, donc ça marche pour vous deux. On s'en fiche de l'âge que vous avez, ça pourrait marcher. Ma grand-mère elle pourrait être comme ça, alors en l'occurrence elle l'est pas, mais ta grand-mère était comme ça probablement plutôt. C'est une bonne question, oui. Une grand-mère de quelqu'un. Non, mais complètement ça. Probablement qu'Elisabeth II était comme ça. Et quand moi je serai, alors moi je serai pas grand-mère parce que j'ai pas d'enfant, mais quand je serai vieille et que j'aurai l'âge d'être une grand-mère, je serai quand même pareil. Et c'est quand même aussi des choses. Donc, et c'était quelque chose que tu faisais quand t'avais 20 ans aussi. Ouais, j'étais moins maniaque à 20 ans, mais je pense que l'histoire de l'intérieur des tâches, ça m'a toujours ça a toujours été un sujet. Donc, quand tu gagnais moins d'argent qu'aujourd'hui, quand tu gagneras plus d'argent qu'aujourd'hui, donc indépendamment de ton niveau de revenu, que tu as vécu en centre-ville d'une grande ville et maintenant à la campagne,
Donc en fait, tous ces critères de Un peu persona démographique, démographique qu'on met d'habitude, vie en ville, un gagne job de CSP+, temps, ouais, ça... est un homme, est une femme à tel âge. En réalité, ça définit pas une cible très intéressante. Complètement. Alors que là, on a une idée très claire de qui est notre cible. Par la psychologie, par l'angle de la psychologie, en fait, finalement. Et du coup, c'est vraiment le point de départ parce qu'on va pas créer une marque basée sur le produit. Oui. On va pas créer une marque basée pas que sur le produit, mais on part du produit. On part du produit, bien sûr, mais en tout cas, c'est pas suffisant pour avoir une marque. Un bon produit, c'est les fondations. C'est les fondations. Mais une fois que tu as un produit, tu n'as pas encore ta marque autour. Complètement. Et donc, le baser sur la psychologie, c'est le plus efficace pour avoir un univers dans lequel les gens qui ont cette psychologie-là, ils vont voir la marque, ils vont se dire, c'est une marque pour moi. Ouais. En fait, c'est ça l'objectif. Cool. Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, la deuxième étape de la méthode, c'est de définir pour ces gens-là, on sait à qui on s'adresse, on voudrait, quand ils interagissent avec notre marque, qu'ils en pensent quoi. Et s'ils devaient donner des attributs à notre marque, la qualifier avec des adjectifs, complètement. Qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit. Et peut-être qu'on peut faire une parenthèse sur qu'est-ce que c'est le branding en fait. C'est une vidéo hyper intéressante d'un monsieur qui interviewe un autre monsieur. Tu vois de quoi je parle? Je l'ai passé sur mon compte LinkedIn, je vois très bien. On vous donnera la référence. Là, il n'y a aucun nom qui me vient en tête. Quelque chose Neumeyer, je ne sais pas comment le prononcer. Andy Gary Neumeyer, qui est un auteur assez connu de livres sur le branding. Pendant que tu fais l'explication, je peux essayer de chercher la ref. qui explique ça. Et en fait, moi, quand on me demande ce que c'est le branding, parce que comme c'est un anglicisme, on me pose souvent la question, c'est toujours ça que je réponds parce que je trouve que c'est vraiment hyper clair. C'est votre marque, c'est ça. C'est la somme de tout ce que les gens vont en penser. Et quels adjectifs qualificatifs ils vont utiliser pour décrire votre marque. C'est ça. Du coup, le branding, ou la stratégie de marque, si on le dit en français, c'est toutes les actions que vous allez mener pour faire en sorte que les attributs et les adjectifs que les personnes qui interagissent avec votre marque donnent, ce soit ceux que vous vouliez. Donc c'est important de définir ces attributs, mais pas en tant que, voilà, je suis ça, ma marque c'est ça, mais en tant qu'objectif qu'on veut atteindre dans l'esprit des gens. Complètement. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais je pense que c'était... J'ai rien écouté parce que j'étais en train de chercher la mais j'étais pas très loin pour le prénom. Hein. T'es Madame Bref, du coup. C'est Madame Bref. C'est Marty Neumeyer. Oui. Peut-être que le nom ne se prononce pas comme ça. Andy, Martine, c'était bien. Franchement, j'étais pas un bon point pour qui est un expert branding, évidemment, encore une fois, américain, qui a écrit notamment, je pense que le plus connu, c'est The Brand Gap, en livre, et qui, je crois, n'a pas non plus été traduit. Pour faire du branding, c'est mieux de parler anglais quand même. Oui, ouais, complètement. C'est effectivement, en tout cas, c'est un super atout de pouvoir aller chercher des sources et de pouvoir lire en anglais parce que c'est quand même malgré tout les Américains qui ont inventé, qui ont inventé le marketing et donc le branding. On peut le dire, je pense. Donc là, c'est important de réfléchir à ces attributs de marque pour se dire, ok, ces gens-là, la marque de leur rêve qui fait ça, ils aimeraient qu'elle ressemble à quoi et c'est quoi. Et juste, alors comme j'écoutais pas, peut-être que tu l'as dit, mais je vais le mais comme ça c'est bien, on l'aura dit de toute manière. En fait, l'objectif aussi, c'est de pourquoi on va faire ça. Donc on va aller chercher des attributs parce qu'on veut, tu l'as expliqué, c'est ce que les gens vont se dire de la marque, mais du coup on va faire ça de manière consciente, c'est-à-dire on va aller travailler activement dans le sens de, nous, comme on sait que de toute façon les gens vont avoir une perception de la marque, nous on va lui donner une perception, et comment on fait les attributs dans cette logique-là de donner, c'est ce que tu avais dit. Oui, ok, je l'ai dit complètement. Non, c'est intéressant, je l'ai dit de manière complètement différente. Okay. Et donc je pense de l'entendre raconter de deux manières, ça donne. Ce que je disais, c'est en fait quand on choisit des attributs pour sa marque, on se fixe un objectif de ce qu'on veut que les gens pensent à la fin. Ce qui est une autre manière de dire ce que tu étais en train de dire. Complètement. Bon, on est hyper d'accord, c'est bien. C'est intéressant.
Alors du coup, explique-nous les attributs. Ouais, alors on a beaucoup discuté des attributs, ce qu'on a déjà fait, parce que sinon vous aurez fait un épisode de podcast de 3h30 avec Raphaël et Sophie qui sont pas d'accord sur qu'est-ce que tel mot veut dire et est-ce que vraiment Qui est c'est quand la même un truc qu'on fait tout le temps. On a jamais la même définition des mots. Mais ce qui est pas que nous deux, hein, je pense que c'est normal. Globalement, c'est normal, et c'est aussi pour ça qu'une fois qu'on a donné un attribut, il faut aussi être sûr que tout le monde le comprend bien de la même manière, déjà en interne, un minimum, pour être sûr que tout le monde, du coup, va le décliner de la même manière. Et ensuite, le client, il le comprendra comme ça ou pas. Ça, malheureusement, on n'y peut rien, entre guillemets. On peut pas savoir comment il va être reçu, on ne peut faire que travailler la manière dont nous, on va essayer de l'envoyer, le message, en fait. Bon. Et après, c'est une parenthèse quand même de méthodologie. Quand on travaille sur la psychologie ou sur les marques, ou sur... c'est vrai aussi quand on fait la direction artistique et la direction éditoriale, souvent, nos clients, ils s'arrêtent à un mot et ils se disent que parce qu'ils ont dit un mot, c'est clair. Et en réalité, c'est jamais le cas. Donc, complètement. Se dire, mais moi, j'ai dit que je voulais à mon graphiste, que je voulais que mon logo ou ma marque, du coup, il soit moderne. Mais en fait, moi, je mets quelque chose derrière moderne, toi, tu mets quelque chose derrière moderne, et le prestataire met quelque chose derrière moderne, et ça suffit jamais, en fait. Et déjà, nous, un des trucs qu'on fait qui nous aide à se situer sur un axe, c'est qu'on leur donne des opposés. On va aussi toujours dire par rapport à quoi. Et je vais vous donner l'exemple, on va arrêter de tourner autour du pot. Je vais vous donner les 4 attributs de marque qu'on a décidé pour la vase céramique. Donc, on s'est dit haut de gamme versus accessible. Donc, dans l'idée de dire quand même, à la fois sur le positionnement prix, mais aussi sur l'univers global de la marque, on va aller chercher quelque chose de plutôt premium, plutôt haut de gamme. Pardon, je suis en train de bugger. Excuse-moi. On n'a pas du tout parlé de monarque. Non, je pensais qu'on irait après avec les attributs puisque... Non, mais excuse-moi. Du coup, non, mais comme tu t'es pas allé dessus. Comme j'étais en train j'ai fait une tête bizarre et je t'ai déconcentrée. C'est pas grave. Mais je pense qu'on peut y arriver par les attributs. On va y arriver. Pardon. Donc, haut de gamme versus accessible. Donc, on va aller chercher du haut de gamme, du premium. Alors, on n'est pas nécessairement dans du luxe, mais on est par contre vraiment dans du haut de gamme. On va aller chercher du moderne versus traditionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Et là, traditionnel, on a eu beaucoup de débats, mais c'est-à-dire on n'est pas du traditionnel, on n'est pas sur du Louis XIV, on n'est pas sur de la reine d'Angleterre, mais on n'est pas non plus sur le traditionnel plus artisanat, c'est pas forcément le même, c'est encore autre chose, mais sur le côté, il n'y a rien de on est vraiment sur du moderne. Oui. Dans tous les sens du terme, en fait. Oui. On a un axe, et là on va venir innovant versus artisanal. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller chercher avec cet attribut-là ? C'est vraiment de dire les tasses et les mugs lava céramique, ils vont pas avoir cette patte un peu presque où ils auraient pu être faits main même s'ils sont faits en usine. Nous, on a vraiment quelque chose qui est de base aussi une technologie innovante puisqu'on a notre revêtement de tasse qui nous permet de ne pas être taché, donc on est vraiment sur quelque chose de plus innovant. Et on a un 4e attribut qui est précis versus bourgeonnant, et là on est vraiment sur ce côté le rituel. Donc le rituel, chaque tasse qui a une utilisation comme on l'a dit, ce qui veut dire aussi en termes de gamme que sans doute on va développer une gamme assez large, assez spécifique, avec vraiment la tasse pour le matcha, la tasse pour le café, la tasse pour le thé, potentiellement, évidemment, la tasse pour le café et l'expresso, c'est pas la même que le café long, que les mochas, que les trucs... Et puis la tasse du thé du matin, c'est pas la tasse du thé de l'après-midi. Complètement, le mug et la tasse du thé de l'après-midi, le mug du matin et le thé de l'après-midi qui va peut-être potentiellement être fait dans une tasse plus classique, plus tradie, peut-être c'est le mot, plus soucoupe en tout cas, va pas être la même. Donc précis versus bourgeonnant, dans le sens qui peut partir un peu dans tous les sens. Alors c'est pas du tout négatif, hein. Il y a des marques qui vont avoir plus un côté expérimental, tout est permis, on teste des choses, c'est super. Et nous on est vraiment plutôt dans ce côté, on va venir essayer de ritualiser le moment du café, le moment du thé. Donc forcément nous on a ce côté beaucoup plus précis. Et même pour les clients, c'est un client qui dit je prends la première tasse parce que le critère c'est juste elle était propre, il en restait dans le tiroir, c'est peut-être plus bourgeonnant effectivement
que, voire même, là, j'avais plus de tasse et j'ai bu monter dans un bol. Oui. Ça a peut-être ce côté bourgeonnant, ça part un peu dans tous les sens. Du coup, ça a des avantages. Ce que t'as peut-être pas dit, ou alors j'ai pas écouté, parce que pareil, faut qu'on travaille sur le fait qu'on s'écoute quand on enregistre ces épisodes, c'est que quand on fait les opposés de nos attributs, l'opposé, il est aussi désirable. Attends, je l'ai pas dit. Si ok, super, ça va. Si l'opposé est pas désirable, c'est pas un opposé qui est intéressant. Parce que, et là on pourrait parler de la radicalité, quand on veut créer une marque, le risque c'est de vouloir plaire à tout le monde, et donc de pas se différencier. Parce que nous on pense que le cœur du branding c'est le positionnement, et donc c'est-à-dire avoir vraiment une place sur son marché qui fait que les gens nous reconnaissent tout de suite, et ça veut dire être différent des autres. Et pour être différent, il faut qu'on fasse des choix qui sont pas qui sont pas comme tout le monde fait, qui sont pas assumés aussi, qui sont pas tranchés, où on veut être un peu tout, et si on veut être tout, on finit par être rien. C'est sûr que si je te disais moi je veux être une marque haut de gamme, mais j'aimerais bien aussi être accessible et que tout le monde puisse acheter, tu vas me dire c'est compliqué quand même si t'es du haut de gamme, est-ce que tu peux non, tu peux pas, faut choisir. Et à l'inverse de haut de gamme, on aurait pu mettre quelque chose de négatif, de par exemple pas qualitatif. On va être haut de gamme versus pas qualitatif, c'est souvent des gens qui veulent plaire à tout le monde. Vont dire mais moi je veux être haut de gamme parce que je veux faire des produits de qualité, je veux pas faire des produits pas qualitatifs. Là, oui, mais ça c'est vrai pour tout le monde. Une marque qui veut être accessible, elle veut quand même aussi faire des produits de qualité. Minimum avec un bon rapport qualité-prix. Avec un bon rapport qualité-prix. Donc c'est pas du tout. Donc c'est dire moi je veux être haut de gamme versus pas qualitatif, c'est pas vraiment différenciant. Par contre, je veux être haut de gamme et donc je suis pas pour tout le monde. Les deux sont bien. Être pour tout le monde, être accessible, c'est bien, mais du coup on peut pas être haut de gamme. Être haut de gamme c'est bien, mais du coup on peut pas être pour tout le monde, et il faut choisir. Et ça aide aussi à choisir quels sont les bons attributs, parce que si on se rend compte qu'il y a deux attributs et qu'on veut vraiment pas choisir entre les deux parce qu'on veut être les deux, potentiellement ça veut dire que c'est pas un bon attribut pour la marque. Parce que c'est pas différenciant. C'est pas différenciant, et que c'est pas avec ça qu'on va réussir à construire un branding, c'est peut-être deux qualités que la marque va avoir, mais par contre c'est pas des attributs dans le sens branding parce que c'est pas différenciant. Et maintenant qu'on a dit ces 4 attributs, on peut effectivement, peut-être ça peut nous amener... C'est vrai que c'était une autre manière. Ça marchait aussi. Alors en réalité, aux archétypes de marque, on y était allé quand on a réfléchi en amont, on y était arrivé plus par l'aspect rituel, et ensuite on a trouvé les attributs, mais bon, en réalité ça marche aussi dans le sens, je réfléchis à qu'est-ce que je veux comme attribut, et en fait, qu'est-ce que j'y mets comme archétype. Rapidement, les archétypes peut-être. Oui, tu veux... Allez, vas-y. Pardon, on se fait du politesse. Je vais le faire très rapidement parce qu'on a déjà un épisode dans lequel on a pas mal parlé des archétypes. Alors, c'était dans le cadre de la mini-série Avanao, mais on avait quand même consacré une partie de l'épisode 2 à expliquer un peu en détail les archétypes. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir cet épisode. On mettra un lien. Et on mettra le lien. Mais déjà, pour vous donner, en fait, pourquoi on utilise les archétypes? L'idée, c'est de donner une personnalité à la marque. Ça va être un des aspects du branding. Pourquoi on veut donner une personnalité à la marque? C'est pour aider les personnes à s'identifier plus facilement à la marque, à mieux en comprendre les codes et les fonctionnements. Et on utilise les archétypes, qui sont un outil de psychologie qui viennent de Carl Jung. Parce que justement, comme c'est un outil de psychologie à la base pour les humains, ça permet de donner, en fait, il y a 12 archétypes, ça te permet de donner, c'est quand on choisit un des 12, une personnalité bien définie à la marque, que les gens vont comprendre de manière instinctive. Parce que c'est des grandes figures qu'on a déjà tous rencontrées dans nos vies de tous les jours, mais aussi dans les romans, dans les contes, dans les films, dans les séries, il y a des grands types de personnages. En fait, les recherches qu'a fait Carl Jung, c'est de dire ces 12 archétypes, on en retrouve des variantes, mais c'est vraiment les 12 mêmes dans toutes les cultures, à toutes les travers le monde, à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Donc vraiment, c'est intuitivement, même un enfant jeune, de partout dans le monde, à toutes les époques, comprend ces archétypes-là. Donc c'est ça la puissance de l'archétype. Et d'ailleurs, alors ils ont pas tous des noms, ils ont des noms plus ou moins parlants, mais par contre quand même, les noms donnent des grandes orientations. Et donc si je vous dis, voilà, on peut être une marque exploratrice, ou on peut être une marque rebelle, ou on peut être une marque magicienne. Même sans savoir le détail des archétypes, déjà on voit bien que ça va être 3 ambiances différentes. Et là en l'occurrence, pour la céramique, en partant notamment, si je rembobine un petit peu, en partant de cette histoire de
ok, le rituel, en fait, le besoin profond, c'est le contrôle, c'est la maîtrise, etc. Déjà, là, on s'est dit, dans nos 12 archétypes, ça pointe quand même vers un lot de 3 archétypes, dont le moteur commun, c'est la recherche de contrôle et de stabilité. Oui. Et dans ces 3 archétypes, on s'est dit, en fait, le plus adapté à ce qu'on veut faire, nous, c'est l'archétype du monarque. Je peux peut-être rapidement dire les 3. Oui. Dans les 3 qui veulent amener du contrôle et de la stabilité dans leur vie et du coup au monde, parce que vraiment ils le font pas que pour eux, ces 3-là, ils le font pour toute la société dans laquelle ils évoluent. Ça peut être leur famille, ça peut être leur entreprise, ça peut être même la société au sens premier du terme. C'est le monarque dont on va parler, la monarque, l'ange gardien, l'ange gardienne, et le ou la créatrice-créateur. Oui. On va commencer par ceux qu'on n'a pas retenus. L'ange gardienne, c'est l'archétype des parents, des professions qui prennent soin des autres. Voilà. Donc les infirmiers, les infirmières, les pompiers, les travailleurs sociaux. C'est l'archétype de, globalement, les gens qui veulent que les gens les plus faibles soient prises en charge, aidées et aillent mieux. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et donc, même s'il y a ce besoin de contrôle, parce que du coup, c'est de dire, je veux amener de la stabilité à ces gens-là. Il n'y avait rien qui résonnait avec tout ce qu'on s'est dit sur le profil psychologique de l'utilisateur des produits de la base céramique. Donc on l'a éliminé. Et le créateur, la créatrice, c'est plus quelqu'un qui dit je vais, par un processus qui tient presque du rituel justement, je vais pouvoir donner vie à ma vision. Donc l'artiste peintre qui a son rituel précis pour faire sa toile, d'abord il fait une première étape de définir, je sais pas, je connais rien en peinture. Et puis ensuite il passe à la couleur et ainsi de suite, et puis il va faire et refaire jusqu'à trouver le parfait. Il y a cette même notion de j'ai un rituel, j'ai un mécanisme, j'ai un processus créatif qui est hyper ritualisé. J'imagine c'est pareil, les poètes, ils ont des moments où les écrivains, on entend souvent des rituels d'écriture. Les écrivains, aujourd'hui, c'est même il y a tout un business autour, il y a des masterclass données par des auteurs reconnus qui expliquent leur process créatif dans le but d'aider les jeunes auteurs ou autrices à devenir, à réussir parce que entre la vision qu'on a dans la tête et le roman écrit, mais je pense que c'est vrai pour aussi la peinture, etc., en fait, il y a quand même besoin de tout un processus. Et ça, on pourrait se dire que c'est tout à l'inverse de l'ordre et de la stabilité, sauf qu'en réalité, il n'y a pas de création sans processus créatif. Et c'est pour ça qu'il est dans ce cadre-là, dans ce besoin de contrôle, mais ceci dit, ça ne correspondait pas non plus. Alors surtout, ça correspondait moins bien, parce que même si sur l'aspect rituel et processus, ça collait, et donc sur certains attributs, l'innovation, c'est vraiment un attribut qui colle bien avec le créateur. Le côté précis, c'est aussi quelque chose qui colle bien avec le créateur. Quand on est peintre, la précision, c'est quand même, je pense, plutôt quelque chose... une qualité qu'on a. Ça n'expliquait pas tout le profil psychologique qu'on a imaginé et qu'on vous a expliqué. Alors que le monarque, lui, oui. Parce que le monarque, donc, c'est celui qui structure le monde en étant le chef. Et en créant la structure, les règles de la société, les lois, et en les faisant respecter. Ce qui va aussi avec, du coup, une grande responsabilité. On est, quand on est le roi ou le président de la République, on a des grosses responsabilités, plus que les autres, qu'on accepte en contrepartie d'un certain niveau de statut social qu'on a, et donc on a les attributs du pouvoir. Donc on prend la responsabilité du pouvoir, et en contrepartie, on bénéficie des attributs du pouvoir. Donc là, on peut penser Louis XIV, Élisabeth II, mais même la République française. Il y a tout un décorum, mais qui va aussi avec des rituels. Il n'y a rien de plus ritualisé que la royauté, mais même la République. Ou dans une entreprise, il y a des rituels autour du président de l'entreprise ou du directeur général de l'entreprise. Et du coup, ça expliquait tout par contre. Complètement. Et ce besoin de statut social avec des rituels.
Et en plus, qui marche très bien aussi avec la vase céramique, quand t'es monarque, alors quand t'as un fort archétype monarque toi en tant que personne, ou juste quand t'as envie, sur un petit mort, parce qu'après, ça veut pas dire qu'il y a que des monarques qui vont acheter la vase céramique, mais ça veut dire que c'est cet archétype-là qui va être activé chez les gens quand ils verront la vase céramique ou qu'ils ont envie d'assouvir. Je sais pas si c'était très clair. D'ailleurs, pour illustrer ça, pour donner un exemple concret, moi je suis beaucoup plus monarque que toi, paradoxalement, dans notre manière de vivre, d'être des personnes. En termes de personnalité, effectivement, moi c'est le monarque est pas très haut chez moi, quand même au global. Alors que moi, oui. Mais ça se manifeste chez moi, mais pas du tout chez toi, du coup. Donc le peu de monarque que je fais, on va dire, je vais le faire de cette manière-là, avec ce besoin un peu de ritualiser spécifiquement et de mettre en scène le thé et le café, mais aussi d'avoir de beaux objets. Et pas que le thé et le café, en fait, globalement, ta manière de recevoir. Oui, peut-être. Chez toi, les dîners, les déjeuners. Et donc, ça implique d'avoir les outils qui vont avec, qui est la bonne vaisselle pour la vaisselle pour recevoir, les services à thé pour recevoir, et ainsi de suite, en fait. Et effectivement, c'est exactement ce que j'allais dire. Quand les monarques, une des choses qu'ils font, c'est de s'acheter des attributs, en fait, en fonction du rôle qu'ils veulent jouer. Alors, parce que là, on a dit... c'est le CEO, la reine d'Angleterre et le roi d'Angleterre en l'occurrence maintenant et le président de la République, mais en fait il y a des gens, moi non plus je ne m'habitue pas mais il y a on peut très bien être monarque et être entre guillemets chef de rien et quand même être monarque, mais par contre on va aimer acheter des attributs qui vont nous aider à manifester le statut social qu'on veut avoir. Et ça c'est très monarque comme raisonnement, et donc c'est aussi pour ça que on se disait que ça marchait très bien pour la vase céramique, parce que typiquement d'aller acheter des tasses qu'on va positionner à un niveau de prix plutôt haut de gamme pour des tasses, c'est quand même quelque chose que il va falloir avoir envie d'avoir les attributs du statut social pour aller acheter ces tasses-là, en fait. Et typiquement, moi, même si je suis monarque, comme ça s'exprime pas, typiquement, nous, on va plutôt avoir tendance à recevoir nos amis à la bonne franquette. On fait un barbecue, si tu veux, on pourrait même faire des auberges espagnoles où chacun amène quelque chose à manger, ce qui n'est pas du tout une manière dont toi t'aimes recevoir, et vous recevez jamais comme ça. Non. Si vous recevez, moi, les gens m'obligent de temps en temps à accepter qu'ils amènent le dessert, mais vraiment, c'est très douloureux. Est-ce que tu amènes le dessert quand tu vas manger à l'Élysée ? Je ne crois pas. Je ne l'étais jamais. Mais tu vois, t'amènes rien quand tu vas manger à l'Élysée, ça ne se fait pas, tu vois. Non, c'est vrai. Alors que bon, potentiel. Et justement, t'amènes des fleurs, mais t'amènes pas le C'est exactement ce que j'allais dire. Je vais dire un truc hyper monarque. Moi, j'aime quand on m'amène des fleurs, tu vois, et que tu fais rien à manger, et qu'on m'amène pas à manger, par contre. L'autre truc que tu peux faire si tu veux faire un cadeau à si vous avez des amis monarques et que vous savez pas quoi leur apporter, vous pouvez leur apporter du vin, en ne vous attendant pas à ce qu'il l'ouvre à ce moment-là. Parce que ça, c'est pas du tout monarque. Non. Le vin qu'on t'offre, c'est un cadeau que tu... En fait, en gros, quand on amène quelque chose à un monarque, on amène un cadeau qui n'est pas... On n'amène pas une partie du repas. Complètement. Surtout que normalement, si le monarque il a bien fait le job, le vin il est déjà... exactement, il est prévu, accordé avec ce qu'il a fait, et il a été oxygéné, whatever. Moi, je suis pas très monarque sur cette partie-là. Après, moi, je suis pas une grande buveuse de vin, donc vraiment, je préfère les fleurs, mais effectivement. Voilà. Bon, on a fait... Donc, effectivement... Donc, du coup, ça apporte un autre éclairage à la cible, mais surtout, ça nous dit les codes qu'on va vouloir donner à la personnalité de la marque. Si c'était une personne... Si la vase céramique était une personne, elle aurait cette personnalité-là. Et si je le dis différemment, ça va nous aider à façonner la vase céramique de manière à ce que toutes les personnes qui aiment ce type de personnalité et envie d'acheter, ou qui ont besoin de la manifester, envie de la manifester, vont avoir envie d'acheter la vase céramique et pas un concurrent. Qui va peut-être manifester d'autres attributs, qui va permettre d'être soit beaucoup plus stylé ou beaucoup plus artisanal, je soutiens l'économie locale, etc. Après, il y a plein et il n'y a aucun jugement de valeur, tout est bien. Par contre, la même marque va pas pouvoir tout faire. Et donc c'est pour ça que on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la radicalité. C'est aussi pour ça qu'il faut, à un moment en fait, il faut choisir son camp. Et une fois qu'on a choisi le camp, il faut y aller à fond dedans. Et les archétypes nous aident à faire ça. Et du coup là, typiquement, quand on vous a un peu expliqué ce que c'était une personnalité de monarque,
et qu'on vous dit c'est quelqu'un dont les attributs pourraient être haut de gamme, moderne, innovante et précise, il n'y a que le innovante qui est peut-être celui qui est le moins facile, le moins évident en premier regard, mais tout le reste, haut de gamme, moderne, précise, ça fonctionne hyper bien. Après, le innovant marche aussi parce que si on te dit, ok, ça c'est une personne, je te viens de te la décrire, tu as tout de suite, quand tu l'as dit, je me suis dit, ok, c'est un ou une CEO d'une start-up, tu vois, par exemple, qui va être une start-up qui a bien marché, pas la petite, qui est vraiment celle qui a, donc même potentiellement un CEO qui a déjà revendu, tu vois, donc il va être haut de gamme, il va être moderne, innovant et précis. Et là, tu te dis vraiment, si tu devais décrire une personne, tout de suite, tu t'imagines quel type de personne ça va être. Exactement. Et évidemment, c'est un stéréotype, ça on l'a pas trop dit. Et ça va avec la radicalité. Ça va avec la radicalité, et c'est pas une mauvaise chose du tout pour une marque. Au contraire, c'est ce qu'on va chercher, parce qu'en fait, on va chercher à être hyper simple à lire pour la cible. Et quand je dis à lire, c'est à comprendre en fait. C'est vraiment, je vais voir très rapidement les produits, juste parcourir le site. Je suis pas devenue une experte dans cette marque-là, mais par contre j'ai quand même compris dans les grandes lignes, mais parce que en fait on a ce côté très stéréotypal qui va nous aider tout de suite à décrypter la marque en fait. Oui. Et donc là, on a beaucoup parlé de choses très théoriques, mais normalement tout ce qu'on s'est dit, une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout ça, ensuite c'est beaucoup plus facile de décliner des stratégies en fait pas uniquement de marketing et de communication, bien sûr évidemment d'abord de marketing et de communication, mais en fait de toutes les décisions qu'on va prendre pour sa marque. Quel est le prochain produit que je vais développer, quelle est la manière dont je choisis mes fournisseurs, comment je choisis les points de vente dans lesquels, donc ça c'est du marketing, dans lesquels je vais distribuer. Et si on reprend effectivement peut-être un par un, il y a des choses qu'on a déjà dit, mais ne serait-ce qu'en termes de comment on va constituer la gamme, on serait peut-être pas du tout arrivé au même résultat avec un autre archétype et voilà, une psychologie, les attributs, etc. Mais là, on s'est déjà dit, en fait on va avoir une gamme assez large, mais avec plein d'objets qui vont avoir des usages très spécifiques. Donc on va vraiment avoir tous les types de tasses, mais aussi des accessoires, ça on n'en a pas trop parlé, qui vont nous aider à ancrer ce côté rituel. Donc ça veut dire que même dans la conception de la gamme, on va se dire, ok, on a la gamme matcha, avec la tasse matcha, tous les rituels, tous les accessoires autour du matcha. On a la gamme expresso, avec tout ce qui va autour, mais aussi peut-être la gamme café plus large, parce que bon, il y a aussi des gens, je sais pas si t'as le droit de boire du café, un long en fait, un allongé quand t'es vraiment dans ces trucs très, mais moi je le fais, donc je le dis, donc on a le droit de faire si, je pense qu'en fait je pense que plus que t'as pas le droit, il faut avoir le bon accessoire pour le faire. Donc t'as aussi ta gamme potentiellement café allongé et potentiellement toutes les variations de café. Alors moi je suis pas très forte pour le coup en variation. Tu pourrais avoir par exemple une tasse à cappuccino, c'est pas la même chose qu'une tasse à café allongé. Normalement, ça va pas, quand vous allez au café au bistrot, elles ont une forme spécifique. Les tasses, et c'est vrai que les coffee shops, c'est un bon exemple de ça, où effectivement, normalement, ils ont quand même vraiment plein de types de tasses différents. Nous, avec la gamme de la vase céramique, on va aller chercher ça, chaque type de tasse, les accessoires. Ça va déterminer aussi le conditionnement, comment on va les mettre dans des boîtes au moment de l'achat, parce que comme on est plutôt sur du haut de gamme, ça veut dire qu'on va plutôt avoir des jolis coffrets. Les fournisseurs, t'en as parlé, ça va aussi avoir un impact, notamment alors sur un aspect dont on n'a pas trop parlé, mais sur la partie, on va y revenir, mais sur les parties valeurs aussi qui vont venir impacter. Et après évidemment tout ce qui est marketing, branding, où sont les points de vente, donc comment ils sont situés, qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que tout de suite ça fait haut de gamme, pas haut de gamme, etc. Donc c'est sûr que ça a des impacts sur toute la chaîne en fait. Et sur 2 points spécifiques aussi dont on parlera dans les 2 prochains épisodes, donc c'est normal, on n'en parle pas du tout aujourd'hui, qui sont la direction artistique, donc à quoi va ressembler la marque, ça c'est tout ce que tu vas faire, et la direction éditoriale, donc comment la marque va parler et de quoi elle va parler, ça sera dans le dernier épisode qui est plus ma partie. Donc tout ça, en fait, ce sont des conséquences directes de tout ce qu'on vient de faire et de toute la stratégie qu'on a établie ici. Et du coup, une fois qu'on a réfléchi à toute cette stratégie, la dernière étape, mais c'est souvent l'étape par laquelle on commence alors qu'en fait c'est la dernière étape, c'est de poser tout ça à l'écrit dans un document qui va devenir la bible de quelle est notre stratégie de marque, pour que toutes les personnes qui sont partie prenante de la mise en œuvre de cette stratégie de marque soient bien au clair sur ce qu'ils sont censés faire et dans quelle direction on va.
Et ce document, c'est la plateforme de marque. Vous avez peut-être déjà entendu le terme. Et nous, on pense qu'une plateforme de marque, ça doit être un concentré, c'est l'huile essentielle de l'ADN de votre marque. C'est sympa comme manière de le dire, j'aime bien la formule. Et donc, ça doit être très court et très concentré. Aussi parce que il y a des gens qui ne lisent pas, donc si c'est très long, vous perdez en route des gens. Et puis parce que, en fait, un ADN de marque, si c'est très long, c'est forcément dilué. Et on a parlé de radicalité, on ne veut pas diluer les messages. Tout à fait. Et donc, dans une plateforme de marque, on peut mettre différentes choses selon les marques et selon les agences de branding qui vont vous accompagner pour la faire et les méthodologies. Mais nous, on aime bien y mettre les attributs de marque qu'on a déterminés, et on aime bien y mettre la mission de la marque. Et donc là, qu'est-ce que ce serait En général, c'est quelque chose sur lequel les fondatrices ou les fondateurs sont assez clairs. Parce qu'en général, c'est le point de départ, effectivement. C'est pourquoi on a créé. Donc là, alors, on l'a pas forcément formalisé, écrite. Normalement, dans le travail de plateforme de marque, il faudrait vraiment peser, réfléchir chaque mot. Mais ça, c'est vraiment le bout aussi. On le fait dans la plateforme de marque, mais c'est important de bien réfléchir à chacun des mots. Mais là, on aurait une mission qui est quelque chose autour de aider à créer des rituels à la maison, donner donner des outils pour créer les rituels. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est pareil, ça va nous donner un fil conducteur sur tous les types d'activités qu'ensuite la société, la marque, mais vraiment l'entreprise, dans le sens vraiment entreprise, va pouvoir faire, parce qu'on pourrait envisager qu'à terme, quand la marque sera très connue, on sorte un peu juste purement de la tasse à café, de la tasse à thé. Et même de la vaisselle. Et même de la vaisselle d'une manière générale, tant que le fil conducteur est là par la personnalité, donc grâce à l'archétype, mais aussi grâce à la mission. Donc en fait, d'une certaine manière, n'importe quel objet ou même service qui tournerait autour de cette notion d'aider à redonner des rituels à des personnes qui ont besoin de cadre et de structure, de retrouver du cadre et de la structure, en fait ce serait hyper cohérent dans vraiment la mission, dans l'ADN de marque de Lava Céramique. Et donc c'est des nouvelles activités qui pourraient être rentrées dans la marque sans que ce soit bizarre, et que les gens comprennent instinctivement le lien, sans qu'on leur dise évidemment aussi clairement que ça, ne vous inquiétez pas, le point commun de tout ça, c'est les rituels. En fait, les gens vont comprendre tout ça. Donc, donc la mission serait quelque chose autour du fait d'aider les gens à avoir des rituels. Oui, et on pourrait très bien imaginer une gamme spa. Alors qu'on pourrait se dire déjà ça café et du spa, quel est le rapport? Le rapport, c'est le rituel à la maison. Tout ce qui est cosmétique, skincare, spa à la maison a beaucoup ce côté le rituel où tu vas et donc oui complètement, ça marcherait hyper bien. Alors qu'au premier regard, on aurait plus tendance à dire en fait il faut faire des assiettes comme prochain produit, et pas forcément en réalité. Complètement, pas forcément, tout à fait. En tout cas, si on veut faire des assiettes, il faudrait vraiment réfléchir à comment on peut... service de... Après, je veux dire, je pense qu'il y a moyen aussi de continuer à la gamme vaisselle, et on pourrait vraiment étendre ça. Mais c'est pas nécessairement, par contre, peut-être que ce serait pas la meilleure carte à jouer pour la marque, et ça, c'est des décisions stratégiques à faire aussi avec des études de marché, etc. Mais peut-être que la marque pourrait se dire, en fait... ça va être quand même compliqué de percer dans le secteur de la vaisselle, où peut-être il n'y a pas tant de demandes que ça, et donc en fait il y a les opportunités business derrière sont pas dingues. Par contre on voit une opportunité sur le côté cosmétique, mais en plus mais tant mieux, c'est super, et du coup on va faire ça. Donc en fait ça va aussi permettre de déterminer des vraies décisions stratégiques d'évolution de boîte, et là on parle sur du 10, 15, même peut-être 20 ans potentiellement, donc c'est hyper utile de faire ce travail. Et donc nous on pense que dans toutes les plateformes de marque il doit y avoir du coup une mission. Complètement. L'autre chose qu'on aime bien mettre, c'est les valeurs. Tu en as commencé à en parler. Et donc les valeurs, c'est pas la même chose que les attributs. Ça, tu peux nous dire effectivement, alors les attributs, comme on disait, ça va vraiment être ce qu'on veut, la direction en fait qu'on veut donner à la marque, et donc ce qu'on aimerait bien idéalement. Si on dit dans 5 ans aux gens qu'est-ce que vous pensez de Lava Céramique, s'ils nous donnent nos 4 attributs, on est ravis. Ou des variantes de champ lexical des 4 attributs. Les valeurs, c'est plus potentiellement un peu plus des moteurs internes de la marque, de l'entreprise même à ce stade-là, qui va avoir un vrai impact sur ses décisions, pas que vis-à-vis de la marque. Ça va être vraiment presque une boussole morale en fait à ce stade-là, une boussole de décision, une boussole stratégique de décision qui va aider à prendre tout un tas de décisions. Donc c'est très complémentaire, c'est pas aux antipodes des attributs, c'est vraiment complémentaire des attributs. Et là, pour Lava Céramique, on s'est dit 3 valeurs. On a donné une valeur responsabilité, qui est hyper
cohérente avec une marque qui va être monarque. Oui. C'est une marque qui va donc prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses clients, et ça c'est l'aspect, le revêtement qu'on met sur la tasse, il est évidemment à aucun moment mauvais pour la santé ni pour l'environnement, parce qu'on est une personne responsable, donc on va pas faire quelque chose qui va abîmer la santé ou l'environnement. Ça va être aussi sans doute le côté responsabilité, on pourrait le prendre même en interne d'un point de vue RH, la manière dont les équipes sont gérées, de les gérer, de s'en occuper avec vraiment une approche, on n'a pas mis approche humaine, mais en fait la responsabilité vis-à-vis de tes employés, c'est quand même de bien les traiter. Exactement, peut-être de pas devenir un tyran, mais d'être un bon marque. Exactement. Après, la responsabilité, ça va aussi, par exemple, dans le service client, ça veut dire que si il se passe quoi que ce soit, on prend ses responsabilités. Exactement. Donc, la tasse est arrivée cassée, c'est peut-être la faute du transporteur, c'est peut-être la faute du client. On la remplace, on se pose pas de questions. Ouais, complètement. Ça va avec le côté haut de gamme aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc vraiment prendre ses responsabilités, être responsable. De toutes les manières possibles. Ouais. La deuxième valeur qu'on a donnée, c'est la rigueur scientifique, qui est très complémentaire de la première. Et la rigueur scientifique, pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, nous, aussi un peu par opposition au côté artisanal, nous, le produit en lui-même, avec son revêtement qui permet de ne pas être taché, si on revient vraiment à la nature du produit, il a été développé en laboratoire, il a été testé, potentiellement on est du coup aussi couplé à leur responsabilité, ça veut dire qu'on est une entreprise qui se met beaucoup de contrôle interne, potentiellement plus que ce que la régulation nous oblige à faire, mais nous, comme on a le double combo rigueur scientifique et responsabilité, en fait on va mettre vraiment à fond le levier sur la qualité pour avoir vraiment des produits de qualité. Ça rejoint ce que tu disais aussi sur le SAV qui va du coup être un SAV qui va être très bien fait, très au service des clients. Et on a une troisième valeur quand même, mais je vais te laisser en parler parce que c'est ta valeur préférée, je pense, j'imagine. Oui. Une troisième valeur qui est la valeur esthétique. Et ça rejoint plus l'aspect justement social du job to be done du produit lava-céramique, parce que quand on dit un produit moderne, un produit innovant, un produit précis, ou quand on dit on est responsable, on fait de l'innovation, on a de la rigueur scientifique, on pourrait tomber dans un aspect très fonctionnel du produit, au sens mon produit fait exactement ce pourquoi j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, et du coup par contre il est moche. Mais ce serait oublier l'aspect vraiment social du monarque, c'est un attribut de pouvoir, par définition ça doit être beau. Quand on est le roi, on n'est pas habillé de manière fonctionnelle avec... c'est un peu dans l'armée... Je sais pas pourquoi j'ai fait cet exemple, on va me venir en tête, mais dans l'armée française, ils ont certes les treillis pour partir en opération, mais quand ils sont au défilé... Je vais aller avec ça, les défilés. Quand ils sont au défilé, ils sont pas en treillis. Le défilé, ils le font avec les épaulettes, les plumeaux... Ils sortent toutes les décorations, il y a vraiment tous les attributs. Ça n'a plus rien de pratique. Là, on est dans l'appartenance sociale et dans le haut de gamme, et aussi. Complètement. Tout à fait. Une certaine... Et c'est vrai que pour lava-céramique, c'est pas un sujet dont on avait beaucoup parlé, mais qu'on verra plus avec la direction artistique, mais l'esthétique va être important sur le côté social. Et je me disais même, tu vois, sur l'aspect, même dans le job to be done narratif, même la manière dont tu vas te justifier l'achat que tu fais de la tasse, à la fois cette tasse-là et puis potentiellement sur un prix qui va être un peu élevé, tu peux vraiment le justifier en disant ok c'est un peu cher mais par contre c'est un très bel objet et donc ça justifie le prix. Là si tu as besoin d'avoir la justification de ton prix, ça va résoudre mon problème de tâche, donc ça va être plus esthétique, et en plus l'objet en lui-même il est quand même très esthétique. Et pour le coup on disait aussi un des besoins de la cible c'est de ne pas avoir honte quand elle sort ses tasses. Si la tasse elle est méga moche, elle a beau ne pas être tachée, on aura quand même toujours honte, donc ça règle pas le problème. Et personne n'aurait... et donc si on se dit juste, si on n'avait pas creusé un peu la cible d'un point de vue quels sont ses moteurs psychologiques, on aurait pu se dire elle a honte que la tache soit tachée et de se dire cette tasse ne se tachera jamais et oublier mais du coup elle est moche, mais en fait c'est bon, c'est le job to be done c'est d'être propre,
Mais et l'innovation technique suffit. Non. Et en fait, on aurait oublié l'aspect, le job to be done, c'est de ne pas faire honte quand je la sors devant quelqu'un. Complètement. Et de me positionner comme quelqu'un qui a un certain standing. Et ça passe aussi par... Du coup, c'est beau aussi. Oui, complètement. Parce que l'esthétique, c'est pas que quelque chose qui est pour soi. Et même si on dit les goûts et les couleurs sont dans la nature et chacun peut aimer ce qu'il veut, il y a quand même des codes esthétiques qui fait que... Et la valeur esthétique, elle va vraiment nous aider à alimenter l'attribut haut de gamme, en fait. Exactement. En réalité. On est pas mal, là. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire sur qu'est-ce qu'on met dans une plateforme de marque, mais en réalité, c'est comment on structure le document pour que tout ce qu'on s'est dit là soit clair et transmis. Et en fait, il vaut mieux faire ce travail de réflexion vraiment poussé et avoir pas forcément coché toutes les cases de qu'est-ce qu'on met dans une plateforme de marque. Complètement. Oui. Que l'inverse. Oui. Non, mais tout à fait. Pour conclure. Et aussi pour expliquer sur le côté la plateforme de marque, on l'a dit, c'est juste, ça doit être nous, la manière dont on l'a fait, en tout cas, c'est vraiment concis, etc. Mais ça n'empêche pas que tout le travail en amont, et là, on l'a vu, c'est quand même assez foisonnant. Oui. Dans le process d'avant, on réfléchit, on envisage des pistes. Et encore là, on a fait l'épisode, on avait déjà écarté un certain nombre de choses dont on avait discuté entre nous. Donc ça, c'est normal, ça fait partie du process. Et ensuite, à la fin, pour faire l'huile essentielle, il faut quand même à la base avoir plus que juste la matière. Il faut avoir de la matière, exactement. Sinon, on ne peut pas avoir l'huile essentielle. Donc c'est bien de faire ce travail-là. Que là, on a fait un peu avec cette espèce de petit jeu de rôle. Que nous, quand on le fait avec nos clientes, on le fait beaucoup sous forme d'atelier en co-création, aussi pour nous assurer que ce qu'on fait en termes de branding et les attributs et la mission et les valeurs qu'on va donner à la marque et évidemment l'archétype pour avoir une personnalité, ça va aussi venir des fondateurs ou des fondatrices et représenter aussi ce qu'elles avaient comme vision. Donc nous, tout ça, on le fait beaucoup par les ateliers. Mais là, on l'a fait en mode... on n'invente pas tout à fait. Là, on l'a fait en mode brainstorming, mais même là-dessus, on n'est pas parti de nulle part, puisqu'on est quand même parti un peu de mon cas à moi, si j'avais inventé cette marque-là. Du coup, le prochain épisode de la mini-série sera sur la partie direction artistique. Donc maintenant qu'on a notre stratégie et qu'on sait ce qu'on veut faire avec la marque, l'objectif c'est de transcrire tout ça visuellement via à travers une identité visuelle, je vais y arriver, mais pas que. Dans le visuel, on pourrait aussi imaginer le décor des boutiques, la tenue des vendeuses dans une boutique, les types de mannequins qu'on va prendre pour les potentiellement si on décide de faire des shootings avec des personnes dessus, ce qui n'est pas une évidence parce que là on est sur un objet, on n'est pas sur des vêtements. Quel type de mannequin on utilise, tout ça c'est de la direction artistique et ça se décide pas au hasard, ça se décide en fonction de toute la stratégie dont on vient de parler là maintenant. Donc ça c'est le prochain épisode qui sortira donc dans une semaine, le jeudi à 10h, et il y aura un troisième épisode sur ta partie, la direction éditoriale. Qui est plus la manière dont la marque va parler et de quoi elle va parler, pour une fois qu'on l'a habillée, donner une personnalité habillée, en fait on va aussi lui donner de la conversation. Exactement, tout à fait. De quoi on va parler. Donc ça, ce sera dans le dernier épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un de votre entourage à qui ça pourrait plaire, de nous laisser des petits pouces sur YouTube, des étoiles, voilà, tout Apple Podcast, c'est tout ce que vous pouvez faire pour nous aider sur vos plateformes préférées. Nous suivre, voilà, exactement, pour essayer de faire connaître le podcast, parce que ça nous aide beaucoup. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.